Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de cette édition consacrée en grande partie aux funérailles de la reine Elisabeth II. Nous sommes avec Louis Dragnel d'Europe 1, Vincent Hervouet d'Europe 1, Simon Gillam, grand connaisseur de la monarchie britannique, et Nathan Dever, agrégé de philosophie. On va tout de suite repartir au château de Windsor où la cérémonie funèbre s'est terminée il y a un peu plus d'un quart d'heure. On va rejoindre Anaïs Cordoba, la correspondante d'Europe 1. Bonsoir Anaïs. Actuellement, on voit que le public reflue de Windsor puisque la cérémonie s'est terminée. Et c'est ce soir à 20h30 dans l'intimité que la reine sera inhumée. C'est bien cela, Anaïs? Oui, tout à fait. Seule la famille très proche assistera à cette inhumation. La reine va être enterrée dans la chapelle Saint-Georges, dans le mémorial du roi George VI, où reposent ses parents et sa sœur, la princesse Margaret. Le cercueil de son époux, le prince Philippe, qui se trouvait dans le caveau royal depuis ses funérailles, sera lui déplacé pour être enterré aux côtés de la reine dans ce mémorial. Alors, en attendant cette inhumation, le cercueil de la reine a lui été descendu il y a quelques minutes dans le caveau au son de la cornemuse qui a entonné une lamentation, un dernier morceau d'adieu qui n'est pas traditionnel des cérémonies d'enterrement royaux, mais que la reine avait personnellement choisi. Ce service funèbre qui s'est déroulé à Windsor était plus personnel et plus intimiste que les funérailles magistrales qu'on a vues à Londres. 800 invités en tout, les proches de la reine, ses employés et des dignitaires des pays du Commonwealth. Les habitants de Windsor, eux, ont dit adieu un peu plus tôt à leur reine avec beaucoup d'émotion à son passage sur le long walk. Ils ont applaudi son cercueil. C'était la dernière fois qu'ils voyaient leur reine passer sur cette grande allée où ils avaient l'habitude de l'apercevoir souvent. Merci beaucoup Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 en Grande-Bretagne, pour ces précisions, avec toujours la forte présence de cette cérémonie. Simon Gillam, avec les symboles royaux qui ont été retirés du cercueil pour être transmis dans plusieurs semaines, voire mois, au roi Charles III. Ce n'était pas une cérémonie politique cet après-midi pour vous, c'était autre chose? Oui, non, c'était pas politique pour moi, c'était au-dessus de la politique. C'est-à-dire, c'était la célébration d'une vie et puis une sorte de remerciement au peuple, dans les deux sens. Le peuple qui remerciait la reine et la reine qui voulait partager ça avec le peuple. Donc, non, je n'y vois rien de politique. Très bien. On va revenir maintenant sur ce qui s'est passé au cours de cette journée qui a été véritablement historique pour marquer ces funérailles de la reine Elisabeth II, puisque c'est à midi qu'a démarré la cérémonie à l'abbaye de Westminster. On va faire le point avec ce sujet de Yann Effele et puis on y revient dans un instant. Tous le savent, ils vivent un moment d'histoire qui va traverser les siècles. Elisabeth II, une monarque d'exception, et des funérailles à son image. À commencer par la procession, fastueuse, émaillée de rites modelés par les siècles. Son cercueil, posé sur un affût de canon, est tiré à la corde. Un cortège suivi à pied par le roi Charles III et le reste de la famille. Direction l'abbaye de Westminster, totalement pleine. 2200 personnes, dont plus de 200 chefs d'État, la planète entière réunie devant le cercueil. Ici, où la reine s'est mariée et a été couronnée, nous nous sommes réunis tous ensemble. Notre pays, le Commonwealth, et toutes les nations du monde. Nous pleurons sa disparition et nous nous souvenons de sa longue vie de service charitable. La 15e et dernière première ministre de la reine monte à la tribune pour une lecture d'un passage de l'Évangile. Puis l'archevêque de Canterbury prononce le sermon. Sa Majesté la Reine avait déclaré dans le célèbre discours de son 21e anniversaire que sa vie entière serait dédiée au service de la nation et du Commonwealth. Rarement une promesse n'a été aussi bien tenue. Puis suivent 2 minutes de silence, rompus par un God Save the King. Le cercueil part pour son ultime voyage, celui qui le mène au château de Windsor, résidence d'État préférée de la reine, désormais sa demeure pour l'éternité.
Et on rejoint à Londres Vincent Farandez avec Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes dans les rues de la capitale où il y a encore beaucoup d'émotions. C'est cela, c'est ce que vous avez constaté, Vincent? Oui, beaucoup d'émotions toute la journée d'ailleurs. C'est vrai que nous étions avec les Britanniques, et spécialement pendant la cérémonie et pendant la procession qui a suivi la cérémonie. Nous étions précisément à Parliament Street, c'est-à-dire l'avenue qui part de Westminster pour rejoindre ensuite le palais de Buckingham et la Wellington Arch. Et donc avec les Britanniques, il y avait ce sentiment de respect et de dignité, c'est-à-dire que pendant la cérémonie, il y avait un silence de plomb. Ils étaient pourtant des dizaines de milliers tout autour de nous. Et dès que la cérémonie a débuté, eh bien, ils se sont tus. La cérémonie était d'ailleurs retransmise par des haut-parleurs dans les rues de Londres. Et ce que les auditeurs et téléspectateurs n'ont pas vu, n'ont pas entendu, eh bien, c'était ces militaires qui ensuite allaient accompagner la procession, qui se sont mis en place pendant la cérémonie tout autour de nous à Parliament Street. Et seuls les pas très rythmés des militaires sont venus perturber ce silence dans les rues de Parliament Street, dans les rues de Londres. C'était très impressionnant, un moment vraiment hors sol. Et puis il y a eu donc cette procession, et vraiment c'était là aussi un moment assez unique qui était précédé par 7 minutes de silence, ou ces 2 minutes de silence, pardon, où les Britanniques ont pris cette posture c'est-à-dire de deuil en enlevant leur couvre-chef, et vraiment un silence de plomb toujours. Et pendant cette procession, toujours on a vu les yeux rougis par l'émotion des Britanniques, et toujours ce sentiment de deuil, de reconnaissance également. C'était absolument prenant. Et puis à la fin, de longs applaudissements également pour féliciter les militaires qui étaient présents également, mais aussi une sorte de manière pour les Britanniques de tourner la page, j'allais dire, parce que c'est vrai que ils nous ont dit aujourd'hui, on n'arrive pas trop à s'en remettre de la mort de la reine, mais vive le roi, vive cette nouvelle ère qui s'ouvre. Et c'est vrai que les Britanniques aujourd'hui nous ont donné, à nous, Thibault et moi ici à Londres, une leçon de dignité, d'humilité, d'unité également, parce que c'est vrai qu'ils ont répondu en nombre pour accompagner la reine Elisabeth II dans son dernier voyage, son dernier départ de Londres jusqu'à Windsor. Ces précisions, Vincent Farandez et Thibault Marcheteau, envoyés spéciaux de CNews. Louis de Ragnel, on va revenir sur cette cérémonie qui s'est tenue à midi dans l'abbaye de Westminster. Il y avait effectivement un grand nombre de chefs d'État et de têtes couronnées. Absolument. Alors les plus importants, les plus connus, il y avait évidemment le président des États-Unis, Joe Biden, et sa femme. A noté que Joe Biden est le seul chef d'État à avoir pu accéder à l'abbaye de Westminster avec sa propre voiture blindée. Donc exception faite pour le président américain, puisque le protocole voulait que tous les chefs d'État s'y rendent en bus. Emmanuel Macron s'est donc rendu en bus. Donc il a finalement pris le bus. Absolument. Alors Macron. Il est venu en avion d'abord, mais après en bus. Il y avait donc beaucoup de têtes couronnées. Il y avait Philippe de Belgique, le roi d'Espagne Philippe VI, le prince Albert de Monaco, et puis il y avait aussi des chefs d'État qu'on n'avait plus tellement l'habitude de voir en Europe de l'Ouest. Je pense à Erdogan, par exemple, le président turc. Voilà. Et donc il y avait un peu plus de 150 chefs d'État qui étaient donc présents aujourd'hui. Il y avait les présents et les absents aussi, Vincent Herouette. Évidemment, quand ils sont aussi nombreux, on remarque que ceux qui ne sont pas là, c'est comme ça qu'on est célèbre. C'est pas quand on est reconnu, c'est quand on n'est pas là et qu'on vous remarque. C'est le cas évidemment de Vladimir Poutine, qui est traité comme un voyou qui serait chassé du club et qui n'a pas été invité, pas plus que le taliban suprême d'Afghanistan, pas plus que le président nord-coréen, pas plus que le Syrien couvert de sang, qui sont tous restés enfermés dans leur cage. À côté de ça, moi, parmi les présences qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de chefs d'État africains, notamment des anciennes colonies qui sont aujourd'hui des pays du Commonwealth, ça c'est assez naturel, mais il y avait aussi des chefs d'État africains qui n'étaient pas du Commonwealth, qui sont de parfaits francophones, qui sont même les piliers de ce qu'on a appelé autrefois la France-Afrique. Vous aviez le président Macky Sall du Sénégal, vous aviez le président Kagame, mais ça c'est un pays qui était autrefois francophone et qui devient maintenant anglophone de force. Vous aviez aussi Denis Sassou Nguesso, le Congolais, Ali Bongo et Faure Gnassingbé, président du Gabon, et Faure Gnassingbé, président du Togo. 2 présidents, fils de leur père, curieuse, sont des républiques quasi héréditaires, mais 2 présidents qui ne sont pas forcément tellement bien accueillis à Paris
et qui ont été invités parce que leur pays a rallié le Commonwealth. Le Gabon, le Togo sont maintenant des fils, avaient pour reine la reine Elisabeth et ont désormais pour roi, en quelque sorte, Charles III. C'est en cela que vous évoquiez le fait que c'était des commémorations politiques. Notamment, mais c'est très frappant, si vous voulez. Nous, Français, on regarde ça avec une forme d'envie, parce que vous avez tout un peuple qui est rassemblé au pied du trône, mais vous avez aussi Londres, qui a claqué la porte de l'Europe, Londres qui a perdu son empire. Mais Londres reste quand même une capitale mondiale, reste une ville puissante, un soft power absolument extraordinaire qu'on vient de voir s'installer pendant 10 jours. Et évidemment, ça donne de l'Angleterre une capitale de la guerre froide. C'est pour ça que Poutine n'a pas été invité. Et ça donne évidemment au Royaume-Uni une force extraordinaire qui n'est pas celle que pourrait lui donner l'état de son économie, l'état de ses finances, l'état de son armée, etc. Simon Gillam, là-dessus, sur... Oui, je suis vraiment d'accord avec la fin de ses propos. Je trouve vraiment que les mots soft power, absolument, je suis complètement en phase. Et je pense que Londres reste une sorte de capitale extraordinaire, multiculturelle, vraiment... On le voit sur les images, ce sont des images des cartes postales, en fait, de notre image de Londres. Et donc, je pense que, je vais le dire cyniquement, je pense que pour le tourisme, ça va être très très bien. Et donc, ça va donner envie aux gens de venir à Londres. Je trouve qu'en termes de soft power, c'est extraordinaire. Je reviens, si je peux, Laurence, sur la partie du Commonwealth. Il n'est pas leur roi, comme vous avez dit, il est le chef du Commonwealth. Et le Commonwealth, c'est aujourd'hui, il n'a aucun pouvoir sur ces pays, aucun. Et ça, il faut le préciser. Et on a souvent dit, et je pense qu'un jour ça viendra, que le chef du Commonwealth, c'est pas forcément le roi ou la reine britannique. Mais personne n'a jamais imaginé que le président français soit le chef de la francophonie. Non, ça n'a jamais été évoqué. Nathan Devers, qu'est-ce qui vous a, à travers ces funérailles les plus regardées de l'histoire, quel est le message que nous adresse la Grande-Bretagne ? Écoutez, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est qu'évidemment, on a eu affaire, depuis que la reine est décédée, si vous voulez, à des cérémonies, les unes ajoutées aux autres, qui étaient quelque chose de vraiment, en quelque sorte, gigantesque, extrêmement solennel. On a vu, même dans le temps, dans l'espace, dans le nombre de personnes rassemblées, dans la précision des rites, dans la prolification des symboles. Et pourtant, j'ai trouvé, alors c'est très subjectif, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de gigantisme. Et je trouve que c'est une forme de cristallisation de l'esprit anglais. Londres est une ville absolument tentaculaire, mais une ville qui n'écrase jamais l'individu, le promeneur, le citadin, le touriste, le voyageur. Et l'esprit anglais, en quelque sorte, s'exprime dans ce paradoxe-là. Il y avait, paradoxalement, je sais que c'est tout à fait contradictoire ce que je veux dire, mais il y avait une simplicité dans cette cérémonie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, par exemple, d'exhibition de la tristesse, de la souffrance, des larmes. Pas d'exhibition... Et puis une forme de sobriété sur les visages, derrière l'aspect totalement mécanisé du rite. Ce qui fait que je pense que la même cérémonie... Et puis il y a une chose qui m'a marqué, par exemple, devant la chapelle Saint-Georges, les deux petites maisons à colombage. Vous voyez, c'est rien du tout, mais ça fait un changement de perspective, ça fait un rétrécissement. On n'a pas l'impression d'être écrasé par ce qu'on voit. La même cérémonie... Et pourtant, le château de Windsor est imposant. Bien sûr, mais je pense que la même cérémonie aux Invalides, ça aurait renvoyé, vous voyez, une forme d'écrasement d'un spectacle tout à fait différent. Et là, il y avait cette échelle humaine qui perpétue pourtant quelque chose de transgénérationnel, de transhistorique. Absolument. Il y avait dans le château de Windsor tous ceux qui travaillaient pour la reine, cuisiniers, qui étaient là pour lui rendre un hommage. Louis de Ragnel, sur cette journée assez mémorable. Moi, c'est plutôt ces 10 jours, ces 12 jours de cérémonies, en fait, qui se sont succédés. Moi, ce que je retiens, c'est le sentiment de puissance, de réaffirmation de la puissance de la part de la couronne britannique, parce que tout le monde est suspendu à tout ce qui se passe en Grande-Bretagne, tout le monde redécouvre ses uniformes, tous ces déroulés militaires, cette espèce de cérémoniaux dont on comprend pas forcément toujours le sens, mais je pense que là où vraiment la dimension soft power a bien fonctionné, c'est qu'on retient cette image de la famille royale qui a quand même occupé tout l'espace médiatique depuis 10 jours. Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité. On reviendra sur la Grande-Bretagne dans un instant, mais tout de suite, c'est Mickaël Dorian sur CNews et sur Europe 1.